C'est Monsieur Denis Baupin qui la pose. Merci Monsieur le Président. Merci d'abord pour ce rendez-vous annuel très important qui est le rendu du rapport de l'ASN prévu par la loi. Et d'ailleurs, je voudrais regretter qu'on ait un temps assez limité. J'espère qu'on pourra déborder au-delà de 15 heures parce qu'il nous reste quasiment qu'une demi-heure pour pouvoir avoir l'échange avec l'ASN. Et je pense que c'est sur un rapport qui fait 500 pages, très instructif. Et je veux d'ailleurs féliciter vraiment le travail de l'ASN, son travail globalement et notamment le degré de transparence. Je pense qu'il est utile. 16h30. Ah, très bien. Que nous puissions avoir un échange et pouvoir poser des questions parce que c'est le rendez-vous annuel et ça a été rappelé par Pierre-Franck Chevet dès l'ouverture. C'est le moment où l'ASN rend des comptes. Je note donc, Monsieur le Président, que pour la troisième année consécutive, vous nous indiquez que la sûreté nucléaire du pays est globalement assez satisfaisante et que vous aviez indiqué il y a 2 ans que si vous aviez eu cette note sur votre carnet de notes, vous n'auriez pas été fier. Ce qui veut dire donc que pour la troisième année consécutive, vous n'êtes pas fier de l'état de sûreté des installations nucléaires du pays. C'est un point qui me paraît quand même à souligner et préoccupant. Pas partout aller raconter que nous serions dans une situation où nous serions absolument sûrs de la sûreté nucléaire du pays, puisque la SN elle-même ne le dit pas. Deuxièmement, dire que c'est important que vous ayez encore rappelé, et je trouve que c'est insuffisamment pris en compte aujourd'hui par les pouvoirs publics, et y compris donc ici au Parlement, que la prolongation des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans n'est nullement acquise, sachant le calendrier que vous avez rappelé, sachant où en est la question des nouveaux réacteurs nucléaires, j'y reviendrai dans quelques instants, on est en effet, vous avez raison de le dire, devant un sujet majeur. C'est-à-dire que si jamais les réacteurs ne peuvent pas être prolongés, ou qu'une partie peu importante de ceux-ci ne pourrait qu'être prolongée, nous avons un véritable problème de production d'électricité du pays qui peut se poser. Et je pense que cette question-là doit être mieux appréhendée aujourd'hui par les pouvoirs publics. La loi de transition énergétique peut y contribuer, mais je pense que la question de l'urgence qui se pose à nous n'est pas suffisamment prise en compte. J'avais quelques sujets que je souhaitais aborder. La première, c'est évidemment la situation d'Areva. Vous l'avez évoqué, Areva, grande entreprise française qui a quand même des gros problèmes industriels et financiers, qui gère des installations parmi les plus dangereuses au monde, hein, notamment celle de La Hague. Et donc, évidemment, dans cette situation financière, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les questions de sûreté ne risquent pas d'être la variable d'ajustement des politiques financières d'Areva? Et donc, j'ai bien compris que vous allez rencontrer le directoire d'Areva pour évoquer ce sujet. J'en suis heureux, parce que quand on nous dit qu'il va y avoir des suppressions de personnel, on se dit qu'éventuellement, ça peut entraîner des surcharges pour ceux qui restent et des difficultés pour assurer leur travail. Quand on sait les investissements qui sont nécessaires suite aux évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima, et donc le calendrier qui a été prévu pour ces chantiers sera-t-il tenu? Quand vous évoquez ce sujet depuis 20 ans pendant, qui est celui des déchets qui doivent être reconditionnés, si on ne l'a pas fait depuis 20 ans, c'est parce que ça coûte. Donc évidemment, en période de situation financière difficile, on risque de se retrouver dans une situation où l'entreprise risque de dire « Ah ben écoutez, on n'a pas les moyens ». On a par ailleurs le vieillissement des installations de La Hague. Et puis un sujet que vous évoquez, je crois que c'est la première fois que vous l'évoquez dans votre rapport, c'est quand même la question de la saturation des piscines de stockage des combustibles usés. Et donc, qui dit saturation, dit éventuellement nécessité d'investissements supplémentaires pour stocker. Et là encore, c'est des coûts faramineux. Hein. Et donc, évidemment, par rapport à ça, c'est un sujet préoccupant dans une situation financière, cette société telle qu'on la connaît. Deuxième sujet, celui de l'EPR. Je vous remercie de ce que vous avez dit de façon très claire et très forte sur la cuve du réacteur de l'EPR de Flamanville. Mais alors, ça m'amène forcément à une question. Dans le cas où vous constateriez que vous n'avez pas cette conviction forte que vous avez évoquée de pouvoir autoriser l'utilisation de cette cuve, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut changer la cuve? Est-ce qu'on peut en mettre une autre? Quelles seraient les conséquences en matière de coûts et en matière de calendrier par rapport à l'EPR? On lit des articles disant que non, c'est pas possible de changer la cuve parce qu'il faudrait tout démolir autour. Enfin, voilà, je devrais donc avoir votre sentiment et avoir votre sentiment sur les conséquences pour d'autres réacteurs BR aussi,
puisque j'ai compris que les 2 réacteurs de Taishan ont des cuves qui ont été forgées dans les mêmes conditions. Et d'ailleurs, il y a une alerte, si j'ai bien compris, de l'ASN qui a été adressée à vos collègues chinois. Donc, est-ce qu'on peut imaginer donc que les 2 réacteurs EPR de Taishan doivent subir les mêmes conséquences? Et qu'en est-il pour Hinkley Point? J'ai entendu dire aussi que les cuves pour Hinkley Point seraient déjà forgées dans les mêmes conditions. Et donc, quelles seraient les conséquences? Alors là, on est dans une situation différente, puisque de fait, elles ne sont pas encore installées, puisqu'il n'y a toujours pas de contrat signé. Donc, ça, pour une facture qui est déjà chiffrée à 35 milliards pour les 2 réacteurs d'Hinkley Point, si en plus on doit refaire des nouvelles cuves, ça pose des questions. Et d'ailleurs, la question qui peut se poser, mais c'est vrai, pas forcément de votre ressort, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas déjà attendre de voir si un EPR peut un jour fonctionner avant de signer des contrats pour en développer d'autres? Le troisième sujet que je voulais évoquer, c'est celui des cuves, globalement, parce que l'IRSN a rendu publique une étude il y a quelques semaines disant que lorsqu'on examine les conséquences d'un accident nucléaire majeur, et vous avez dit à plusieurs reprises qu'on ne peut pas exclure un accident nucléaire majeur en France, on ne sait garantir la tenue du corium qui serait issu de cet accident dans la cuve que si le réacteur fait moins de 600 mégawatts. Or, tous les réacteurs français font au moins 900 mégawatts, ce qui signifie donc qu'on ne saurait pas garantir donc le maintien du corium dans la cuve des réacteurs nucléaires français. Est-ce que vous confirmez cette analyse qu'a fait l'IRSN? Et ma deuxième question concernant les cuves, c'est que si on se regarde de l'autre côté de la frontière en Belgique, on a 2 réacteurs qui sont arrêtés parce qu'il y a des milliers de ce qu'on appelait micro-fissures, mais qui commencent à devenir des macro-fissures quand on est à plusieurs centimètres de taille, qui ont amené Electrabel à faire des tests sur le vieillissement des cuves suite au bombardement neutronique. Ils l'ont fait sur les cuves concernées, qui ont les défauts. Bon, ça donne des informations sur l'évolution et visiblement des informations qui n'étaient pas celles prévues. Mais ils l'ont fait aussi sur des cuves analogues aux cuves françaises. Et ils ont constaté que le vieillissement de ces cuves ne correspondait pas à ce qui était attendu, qu'il était plus rapide que attendu. Est-ce que l'ASN a eu connaissance de ces éléments, a commencé à les examiner, et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport justement aux cuves de nos propres réacteurs en France, et donc évidemment sur la question du passage des 40 ans. Sur la question de Fessenheim, je voulais vous poser 2 questions parce qu'on entend beaucoup de choses sur la question de Fessenheim, et notamment certains nous disent finalement Fessenheim serait déjà aux normes post-Fukushima pour dire qu'il ne faudrait pas fermer cette centrale nucléaire. Or, j'ai ici les propos qui ont été tenus par M. Thomas Oudrey, directeur chargé des centrales nucléaires à l'ASN, qui dit que, en termes de complexité et d'envergure des travaux, l'essentiel est devant nous. Est-ce que vous confirmez cela par rapport donc au post-Fukushima, de façon à ce que la représentation nationale soit bien éclairée sur le fait que Fessenheim n'est pas du tout aujourd'hui pouvoir considérer comme ayant fait l'ensemble des investissements qui sont nécessaires post-Fukushima? Et puis, en ce qui concerne Fessenheim, je voudrais revenir aussi sur l'incident qui est intervenu le 28 février dernier et qui a fait l'objet d'une lettre de suite particulièrement directe de la part de l'ASN à destination d'EDF. Je rappelle que c'est à un moment où on a constaté un défaut d'étanchéité, avait dit EDF, qui a conduit à ce qu'un volume d'eau non contaminé, je précise quand même, mais vraisemblablement supérieur à 100 mètres cubes, s'est déversé dans la salle des machines, et que dans cette lettre de suite, notamment, vous indiquez que l'ASN demande à l'exploitant de lui indiquer les raisons pour lesquelles une information contraire a été donnée aux inspecteurs de l'ASN. Ce qui veut dire que, si je lis bien le français, EDF a menti. C'est ce que vous écrivez, et donc évidemment, c'est particulièrement grave. Parce que, qu'il y ait des défauts, qu'il y ait des difficultés, toutes les industries en ont, etc. Mais là, dire explicitement, et je pense que si vous l'avez fait, c'est pas par hasard, que le EDF aurait menti à l'ASN, quelles conséquences en tirez-vous en matière de capacité à pouvoir faire confiance à l'exploitant des installations nucléaires? Sur la question de la coopération internationale et des accidents nucléaires que vous avez évoqués en fin de votre intervention,
vous avez dit qu'on a progressé, au niveau du travail avec, nos collègues, à l'étranger au travers de WENRA, et vous indiquez à la page 27 de votre rapport que c'est une priorité de l'ASN que de mettre en homogénéité, on va dire, avec nos voisins, les dispositifs en matière, de réponse, à un éventuel accident. Heu et donc la question que je voudrais vous poser, c'est donc est-ce que vous pensez qu'il faut revoir les périmètres des PPI? Est-ce qu'il faut les revoir à 20 kilomètres comme semble le suggérer, le travail que vous avez fait avec, WENRA? Est-ce qu'il faut les mettre à 80 kilomètres comme l'a proposé, l'ANCLI, l'Association nationale des CLI? Proposer que les PPI soient mis à 80 kilomètres en prenant en compte, les conséquences de Fukushima? Ou est-ce qu'il faut, comme le font les Japonais, dont on peut considérer malheureusement pour eux qu'aujourd'hui ils ont au moins une expérience certaine en ce qui concerne les accidents nucléaires majeurs, qu'il faut prévoir, par avance des plans d'évacuation à au moins 30 kilomètres, puisque, aujourd'hui, au Japon, on ne peut pas redémarrer un réacteur nucléaire si on n'a pas préalablement, mis en place un plan d'évacuation sur les 30 kilomètres autour d'une installation nucléaire. Est-ce que ce qui est vrai, au Japon, ne devrait pas l'être, aussi en France, si on veut, garantir, la sécurité pour, nos concitoyens? En ce qui concerne la question des déchets nucléaires, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet à d'autres occasions, je pense, mais je voulais évoquer, moi, la question de Taïwan et des déchets de Taïwan, dont il est question qu'ils viennent, à La Hague, dont on a parlé déjà et dont les difficultés, sont connues, à La Hague, et donc dans le cadre des difficultés que Taïwan a avec son parc nucléaire, et donc finalement trop de déchets, et donc envisage de les envoyer ici, en France, pour le retraitement. Mais en fait, dans les faits, parce qu'ils ne savent pas où les stocker, et donc c'est plus facile de les faire stocker en France, et que finalement, on pourrait imaginer, semble-t-il, d'après ce qu'on peut lire, et je voulais avoir votre avis, que finalement l'uranium et le plutonium qui sortiraient de ce retraitement pourraient rester en France. Est-ce que ça vous semble conforme à la législation française qui dit que les déchets nucléaires doivent retourner dans leur pays d'origine? Sur la question internationale aussi, une autre question. Vous avez dit à quel point vous étiez sceptique sur les avancées en matière de coopération au niveau international. Or, on parle beaucoup d'exportation de nucléaire français à l'étranger, même dans les pays comme l'Arabie saoudite, dont on se dit que, vu la profusion énergétique qu'il peut y avoir dans ces pays, s'ils s'intéressent à avoir des centrales nucléaires, c'est pas forcément à des fins civiles. Mais ça, c'est une question sur laquelle vous ne pourrez pas forcément vous exprimer. Mais une question qui se pose dans le cadre de ces exportations, c'est que dans le cadre de la loi Macron, a été mis en place une disposition qui vise à ce que l'ASN puisse, quelque part, certifier qu'un réacteur nucléaire exporté par la France est conforme en matière de sûreté. J'aimerais avoir votre avis sur ce dispositif, s'il a été concerté avec l'ASN préalablement, et si vous estimez qu'on peut, comme ça, donner un label à une centrale nucléaire pour son exportation, indépendamment du contexte de sûreté et de sécurité du pays en question. C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement une installation, elle est sûre, et puis hop, on peut l'exporter n'importe où, ou est-ce que la question de la sûreté et de la sécurité du pays d'accueil ne devrait pas être considérée au même niveau dans la prise de décision? Et enfin, mon ultime question, Monsieur le Président, concerne la question des drones. On n'en parle plus actuellement, parce que tout d'un coup, il y en a peut-être moins qui ont survolé les centrales, ou peut-être qu'on ne nous dit pas tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, donc ça n'est plus dans les médias. Mais l'OPESC avait pris l'initiative d'une réunion importante sur cette question, qui avait fait l'objet d'un échange. Je me souviens même qu'on avait des échanges, Monsieur le Président, suite à cela, sur les évaluations qu'on pouvait faire, sur savoir si notre pays était en guerre ou pas. L'impression que certains événements qui ont pu intervenir ces derniers mois montrent que notre pays est probablement en guerre face à des gens qui ne sont pas forcément dotés des meilleures intentions vis-à-vis de notre pays, qu'en matière de piratage, ils ont fait la démonstration sur TV5 qu'ils avaient commencé à se douter d'outils en matière technologique qui pouvaient faire peur. Et donc, sur cette question des drones, donc, vous aviez indiqué lors de cette réunion que, suite notamment au rapport de John Large qui avait été transmis à un certain nombre d'interlocuteurs, dont vous-même,
sur la question et qui évoquait un certain nombre de scénarios, vous organiseriez une rencontre pour débattre de ces hypothèses, de façon à les confronter et pouvoir donner le point de vue de la SN. Tout ça, évidemment, n'ayant pas vocation à se retrouver sur la place publique, parce qu'il ne s'agit pas de donner, évidemment, à des gens mal intentionnés des idées précises sur ce qu'ils pourraient faire. Mais est-ce que cette réunion a eu lieu ou est-ce qu'elle est programmée? Merci.